CNAM. J'avais à l'époque, j'avais appris un petit peu à programmer en COBOL, donc ça ne me sert plus à rien du tout. Mais j'avais appris, et là ça me sert encore, j'avais fait mes travaux de recherche sur les enjeux sociaux des technologies de communication et d'information, et plus particulièrement sur l'école de Palo Alto, dont je vous reparlerai, quelqu'un que Marc Bétrémieux, que je salue, connaît bien, qui s'appelle Paul Václavic, qui avait réfléchi sur la manière dont la communication, l'information interagissent avec la perception du réel. Et puis le deuxième point, c'est qu'évidemment, j'ai un conflit d'intérêts à déclarer, c'est que je suis du Nord-Pas-de-Calais, et que deuxième sous-conflit d'intérêts que François connaît bien, c'est que je suis supporter du Racing Club de Lens, donc évidemment quand on est à Lille, il faut en appeler à votre mansuétude, même si vous nous regardez de haut depuis un moment déjà. Donc ceci posé, je vais vous parler un peu d'IA en santé. Vous avez expliqué ce que c'était l'initiative Etiquia, et j'en dirai pas plus, si ce n'est pour dire que cette initiative académique et citoyenne essaie de faire partager une conviction, l'idée qu'il faut aller vers une régulation positive de l'IA et de la robotisation en santé, parce que cette idée, que je pense dont vous faites l'expérience tous les jours dans notre système de santé, c'est qu'avant de parler de problèmes éthiques du numérique et de l'IA en général et dans le champ de la psychiatrie en particulier, il faut mesurer le chemin qu'on a encore à parcourir compte tenu de l'insuffisance du recours au numérique et de l'insuffisance du recours à l'intelligence artificielle dans le système de santé. Il y a encore dans notre système massivement des non-qualités, des sous-efficiences liées au recours complètement insuffisant aux nouveaux outils numériques. Il y a une évolution qui se passe, j'essaierai de vous montrer que ce n'est pas une rupture dans la science informatique, mais c'est plutôt une révolution des cas d'usage, une évolution qui intervient sur ces sujets-là, qui concerne la psychiatrie, et vous l'avez bien montré dans la pièce de théâtre, contrairement à ce qu'on peut voir peut-être en première intention, la psychiatrie est un des domaines possiblement les plus concernés par ces évolutions sur l'IA et la robotisation. J'ai eu la chance de co-diriger avec Claude Kirchner, qui est le président du conseil d'éthique de l'Institut de recherche sur l'intelligence artificielle, la mission de préparation de la révision de la loi de bioéthique. Vous savez qu'en 2019, il y aura une révision de la loi de bioéthique qui a un chapitre sur l'intelligence artificielle et le numérique. Donc on a proposé une série d'options qui se sont retrouvées dans l'avis qu'a émis le comité consultatif national d'éthique le 25 septembre dernier dans un rapport sur l'éthique du numérique et de l'IA qui est accessible en ligne sur le site du comité consultatif d'éthique qui pose une série de propositions dont je vais vous parler un petit peu plus en détail dans un instant. Quand on parle d'IA en santé, pardon de faire un peu d'autopromo sur ce bouquin qui évoque un peu les cas d'usage de l'IA en santé, il faut que vous ayez en tête que ce n'est pas forcément la psychiatrie qui vient à l'esprit. Je vais rapidement sur cet aspect-là, mais c'est important que vous le compreniez parce que je pense qu'y compris quand on est dans le cœur de la prise en charge somatique, il y a une dimension de psychiatrie et de santé mentale à intégrer. Par exemple, la technique la plus opérationnelle en IA, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, la reconnaissance d'images par apprentissage machine. Vous prenez un cliché, un scan, un IRM, et vous apprenez à l'algorithme, c'est-à-dire un outil mathématique informatique, à reconnaître s'il y a un élément pathologique ou non pathologique. Ça existe déjà, par exemple sur le diagnostic des rétinopathies diabétiques, sur le diagnostic du glaucome en ophtalmo, et avec une question qui se pose, y compris quand on est là vraiment dans de la prise en charge somatique très très technique, c'est que quand est posé un diagnostic algorithmique dans une prise en charge somatique, comment est-ce qu'on peut entourer le diagnostic somatique d'une prise en charge en psychiatrie et santé mentale. Et aujourd'hui, cette question-là n'est pas du tout abordée avec la question de la manière dont on accompagne ce diagnostic. La question qui est sous-jacente sur l'IA en santé, c'est l'idée que, et ça le comité d'éthique a bien voulu nous suivre sur ce point, c'est qu'en fait le numérique rend les systèmes de santé beaucoup plus poreux entre eux. Il y a une compétition internationale qui existe sur l'innovation numérique et l'innovation aujourd'hui se développe plutôt plus vite ailleurs qu'en Europe. Pour rester sur le champ d'ophtalmo, l'algorithme IDXDR, qui est un algorithme de diagnostic des rétinopathies diabétiques, a été labellisé au mois d'avril par l'Agence de sécurité sanitaire américaine, la FDA,
avec des niveaux de diagnostic meilleurs que ceux d'un ophtalmo humain. Plus précisément, nous dit la FDA, les résultats sont équivalents le matin, de 20% meilleurs le midi et de 50% meilleurs au bout de 10 heures de travail, parce que le médecin humain se fatigue et l'algorithme d'intelligence artificielle non. Et donc du coup, il y a un deuxième élément qui est à prendre en compte, c'est l'idée que si on laisse l'innovation d'intelligence artificielle se développer plutôt ailleurs qu'ici, en mettant trop de barrières et en mettant plus de droits encore sur la régulation numérique et en IA, on va en fait encourager en pratique les professionnels et les patients à avoir recours à des solutions de médecine algorithmique innovantes conçues hors du territoire de l'Union européenne et dont on ne pourra pas assurer a priori le caractère éthique. Je ne sais pas comment les données ont été collectées pour l'algorithme IDXDR, je ne sais pas quels sont les protocoles de suivi mis en œuvre, et vous voyez bien l'élément complémentaire qu'il a directement à voir avec votre discipline, c'est que l'idée même que l'innovation en médecine algorithmique va plus vite ailleurs qu'ici peut générer un sentiment de perte de chance chez les patients qui, je pense que vous le mesurez tous les jours, sont de plus en plus informés. Et donc si demain se diffuse l'idée qu'on aurait un système qui est en cours de relégation par rapport à l'innovation telle qu'elle se développe ailleurs, ça générerait en fait des comportements de deux ordres, des comportements d'évitement du système de santé par ceux de nos concitoyens qui auront les moyens de ne pas être remboursés par la sécurité sociale pour accéder à ces solutions conçues ailleurs, et des sentiments sans doute de stress chez des patients pour qui on aura un diagnostic possiblement grave, mais un risque de retard et un sentiment de perte de chance. Dans le champ, ce qui existe en ophtalmo existe aussi dans le champ du cancer, avec, dans le domaine de l'IA, un effet qu'il faut bien mesurer, c'est l'écart entre la com et le réel. Et sur le champ du cancer, c'est un domaine dans lequel les Américains communiquent beaucoup, avec une série d'innovations qui sont posées, qui ont été annoncées, et avec une situation dans laquelle en France, on a... donc l'innovation se développe avec des bases également assez robustes au Japon sur la question du diagnostic des cancers de la peau, et avec une situation dans laquelle la France est dans une position un petit peu paradoxale, c'est-à-dire qu'on parle moins, peut-être, mais sur le champ du cancer, c'est un élément à retenir, on a des choses à faire valoir avec des startups qui se développent. On sait en France développer de l'IA, par exemple sur le diagnostic des mammographies. Therapixel, qui est une start-up française, et a proposé la solution qui a gagné les meilleurs concours au niveau mondial sur le diagnostic par IA des mammographies, ce qui pose aussi la question de l'annonce du cancer et la question de la manière dont on entoure cette annonce d'éléments d'accompagnement humain, voire d'accompagnement en prise en charge psychiatrique. On est un domaine dans lequel la recherche française est très structurée, se développe, avec des études qui sont en meilleur niveau international, ce qui situe le champ du cancer, peut-être notre zone de compétitivité. Pour être brutal, on est en retard, voire à mon avis définitivement en retard, sur les Américains et sur les Chinois, sur la production de solutions d'intelligence artificielle généraliste. Par contre, on a encore une carte à jouer sur de l'intelligence artificielle de pointe, dans certains segments de spécialité, dans des spécialités somatiques et sans doute dans la prise en charge en psychiatrie. Un des champs où l'IA avance le plus vite, là aussi ça peut paraître paradoxal, c'est le vieillissement, avec en réalité des solutions qui se développent, et là ça peut être intéressant, y compris quand on voit le sujet sous l'angle de la santé mentale, des solutions qui sont fractales par rapport à cette source de dysfonctionnement majeur dans le système de santé que vous connaissez bien. C'est cette fissure entre le principe de séparation entre le droit sanitaire et le droit médico-social, dont on voit les effets péjoratifs pour les personnes âgées atteintes de troubles neurodégénératifs, pour les personnes avec autisme. C'est à la jonction des deux domaines, sanitaire, médico-social, que souvent les problèmes de prise en charge se manifestent. Et l'IA, avec le traitement et la collecte massive de données, peut permettre de mieux aborder ces situations complexes, de mieux intégrer les polypathologies et d'intégrer la dimension psychiatrique dans des phénomènes qui aujourd'hui apparaissaient uniquement sous un seul prisme quand une personne âgée était accueillie, notamment en prise en charge aux urgences. Les exemples qui se développent sur l'IA, vous les connaissez bien, avec un usage assez fort sur la stimulation cognitive,
de la robotisation avec ces petits robots Nao, Zora qui se développent un petit peu partout dans nos EHPAD, avec des éléments d'analyse assez forte par traitement massif de données de processus neurodégénératifs. Je vous renvoie aux travaux de l'Institut du cerveau et de la moelle, et puis le développement d'outils, d'objets connectés, comme cette montre multidirectionnelle qui aide les personnes âgées en perte de repères, atteints de démence sénile, à se repérer dans leurs environnements. Donc, vous voyez, le numérique, la robotisation, l'IA est un des vecteurs les plus forts dans la prise en charge des personnes âgées vieillissantes, et avec des éléments qui ne sont pas complètement étrangers, loin de là, à la dimension psychiatrique et santé mentale. Quand on regarde les choses sur l'IA, la première notion qui vient, en général, c'est celle de Big Data. Et il faut revenir un peu à la base de ce que c'est l'intelligence artificielle. L'IA et le Big Data, c'est une notion qui apparaît claire. On voit bien qu'il y a une clarté opérationnelle. On collecte des données, on en collecte beaucoup. On les collecte, le cas échéant, via des objets connectés. C'est une notion qui est claire juridiquement. Je pense que dans vos autres structures, vous avez vécu en 2018 les joies de la transposition du règlement général sur la protection des données, qui vous ont permis de mesurer que la France est un des endroits où il y a le niveau le plus élevé de protection juridique des données personnelles, auxquelles s'ajoutent des principes juridiques plus classiques comme la protection du secret médical. Et puis c'est clair en termes de santé publique, en tout cas ça doit être clair, puisqu'on collecte ces données pour produire une meilleure prise en charge au sein de notre système. Mais la clarté du Big Data, vous le sentez, elle n'est qu'apparente. Pour moi, elle est même très trompeuse. Et c'est une notion que j'aime pas beaucoup, le Big Data. Pourquoi? Parce que c'est une notion qui n'est pas neutre, hein. C'est une notion qui a des supporters, qui voilà une manière de régler tous les problèmes du système de santé. C'est une notion aussi qui a des opposants farouches. Le Big Data serait attentatoire complètement à nos libertés, à notre vie privée. La vraie vie, et ça c'est pas à vous que je vais l'apprendre, est souvent plus complexe. Et en réalité, le Big Data a le tort, un peu comme le RGPD, de mettre toutes les données sur le même plan. Et vous voyez bien, on l'a vu là encore dans les scènes qui ont été jouées, que toutes les données n'ont pas la même valeur, les données de santé. Ce qu'il y a sur mon iPhone n'a pas la même valeur que ce qu'il y a sur mon dossier médical, n'a pas la même valeur que mon code génétique. Et notre droit ne méconnaît pas ça. D'ailleurs, la loi de bioéthique de 1994 avait défini un statut particulier pour les données génomiques. Donc, je pense qu'il est plus opérationnel d'essayer d'avoir une approche des données en fonction de leur sensibilité. Quand on a posé ça, il faut expliquer un peu ce que c'est l'intelligence artificielle. Et pour le faire, je n'ai pas trouvé de meilleure métaphore que le détour par ce qui n'est pas un brocoli en train d'exploser, mais le détour par le blob. Alors je ne sais pas qui sait ce que c'est le blob. Vous ne connaissez pas le blob? Je crois que ça sera peut-être l'objet d'une prochaine scène. Alors le blob, c'est en fait une cellule impressionnante qui nous enseigne que la biologie a inventé les principes de l'intelligence artificielle avant nous. C'est en fait un champignon, cellule unique qui peut atteindre la plus grande taille du règne biologique, plusieurs mètres. Et donc cette espèce de champignon super mouse a comme but dans la vie de se développer. Et donc pour se développer, il analyse des terrains sur lesquels il se développe, il traite des données, il prend des décisions. Vous voyez, il fonctionne comme un algorithme de traitement de data pour orienter son développement. S'il y a quelque chose que le blob déteste, c'est le sel. Et quand il arrive sur un terrain salé, il s'en souvient, il est capable de se rétracter et de recommencer son développement ailleurs. Et de reconnaître quels sont les paramètres d'un terrain salé pour pouvoir apprendre et mieux se développer par la suite. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage machine en IA, du machine learning. Et puis arrive, je vous renvoie aux travaux d'une chercheuse toulousaine qui s'appelle Audrey Dussoutour, le moment où un blob qui a appris peut rencontrer un blob qui n'a pas appris, ce qu'on appelle un blob naïf. Donc les deux se connectent, ça fait un peu comme un réseau de neurones, ce qu'on appelle en IA du deep learning. Des algorithmes qui entrent en contact, qui partagent leur apprentissage, et le blob qui a appris transmet tout son patrimoine d'apprentissage au blob naïf. C'est ce qu'on appelle le transfert d'apprentissage en IA, le transfer learning. Algorithme de traitement de données, apprentissage de machine learning, réseau de neurones de deep learning, transfert d'apprentissage, le transfer learning. Le blob avait tout compris avant qu'on invente l'IA. Et d'ailleurs, les fondateurs de l'IA, John Holland
et David Goldberg, qui inventent le concept de machine learning, comprennent, quand ils découvrent ce phénomène d'un algorithme qui est capable de se transformer pour produire une meilleure version de lui-même au fil du temps de traitement de données, c'est ça l'algorithme apprenant, qu'ils n'ont pas de concept existant en sciences informatiques, donc ils ont recours à des notions de génétique. Ils disent que le code informatique, c'est 0, 1, ce sont des gènes, et l'algorithme qui se transforme, c'est une mutation du code, une mutation de l'algorithme. Ils parlent d'algorithmique génétique. Là où on en est en 2018, et là évidemment quand ils posent ces concepts-là à la fin des années 80, ils n'avaient aucune idée que l'algorithmique génétique pourrait un jour s'appliquer à la donnée génétique elle-même. Et donc du coup on est à la frontière aujourd'hui exactement du vivant et de l'artificiel, avec tout un courant de l'artificial life qui s'est développé et qui essaye d'explorer cette frontière entre algorithmique génétique et génétique algorithmique. C'est là où on en est, et c'est effectivement un peu vertigineux, comme à l'instar de la question que Martine posait dans son excellent propos introductif. Sur ce sujet de l'IA, on a évidemment tous des images qui nous viennent de science-fiction. C'est Terminator, là je vous ai mis une image de Matrix, où en général le traitement qui est réservé à nos corps, à notre humanité, est assez inquiétant. On a souvent des robots et des intelligences artificielles qui veulent nous exterminer, sans qu'on sache, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans les films, on ne nous explique pas pourquoi. C'est posé au départ, le Terminator veut nous éliminer, les robots de Matrix veulent exploiter le corps humain sans qu'il y ait une explication particulière à cette volonté négative. Et vous comprenez que c'est beaucoup plus une projection de nos peurs face à la technologie qu'une analyse à peu près rationnelle des risques éthiques associés. Si on voulait regarder les choses d'un point de vue peut-être plus opérationnel, il y aurait sans doute 3 ordres de questionnement à prendre, et c'est ces 3 points-là que analyse le comité d'éthique. Alors, il y a un premier angle de questionnement qui est la question de la responsabilité, de ce que percute le déploiement rapide de l'IA sur la responsabilité des professionnels. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est là où il faut revenir à Elisa, que je vous présente, qui a été fondée, c'est le premier chatbot de l'histoire. Et Elisa nous montre qu'on a commencé l'IA par la psychiatrie et la santé mentale. C'est un programme qui a été écrit par un algorithmicien qui s'appelle Weizenbaum en 1962, qui avait eu un début de formation rogerienne et qui en fait une expérience. Alors vous me direz si vous la trouvez éthique ou politiquement correcte. Il prend un groupe de dépressifs, il le divise en 2, et vous allez voir, on n'est pas très loin de vos scènes, et il dit vous allez discuter avec un psychiatre qui est derrière l'écran d'ordinateur. Donc le groupe A discute effectivement avec un psychiatre. Et le groupe B discute avec Elisa. Donc c'est le chatbot version 62, donc pas du tout apprenant, et avec des questions préformatées. Comment allez-vous? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Pourriez-vous développer? Votre propos n'était pas très clair. Pourriez-vous aller plus loin? Et à la fin, Weizenbaum fait une enquête de satisfaction en demandant est-ce que ça vous a fait du bien? Et les résultats sont équivalents entre le groupe A et le groupe B. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne? Évidemment de la modestie évidemment collective, mais en même temps un peu de profondeur pour le fait de dire que tout ce buzz actuel sur l'IA et le fait qu'on aurait recours à l'IA et aux machines pour prendre en charge notre santé, en fait, est beaucoup plus profond dans le temps que ça. Les concepts de l'IA ont été forgés dans les années 50 par Alan Turing, et l'idée qu'on pourrait avoir recours à des automates pour prendre en charge notre santé, y compris dans sa dimension de santé mentale, n'est pas nouvelle. De la même manière, sur le terrain de la responsabilité, le cadre juridique dans lequel on peut analyser les choses est un cadre juridique ancien, mais qui reste pour moi très largement pertinent et qui se combine de 2 manières. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la responsabilité du fait des choses, qui dit, vieux principe de droit français, qui dit que le responsable, quand un dommage survient, c'est ce qu'on appelle le gardien de la chose, le gardien du robot, le gardien de l'algorithme, le gardien de la machine de téléconsultation, qui est le professionnel libéral quand on est un vide, ou son assureur, ou le directeur de l'établissement ou son assureur quand on est en contexte hospitalier. Responsabilité du fait des choses. Sauf dans un cas, le cas où la machine dysfonctionne, et là on serait dans le cas de la responsabilité du fait des produits défectueux.
C'est un régime qui a été posé par une directive communautaire de 1985 européenne, transposée en droit français dans la loi de mai 1998. Si la machine est défectueuse, le responsable, c'est le producteur de la machine. Les deux se combinent et permettent aujourd'hui de couvrir tous les cas de sinistralité constatés associés à l'IA. Tous les cas de sinistralité constatée, mais pas tous les cas de développement possible. Parce que maintenant que vous êtes des experts du blob et du monde des champignons, vous avez compris qu'il pouvait y avoir un stade de développement ou de transformation de l'algorithme au-delà duquel l'algorithme ne ressemble plus vraiment à sa version initiale. Et ça correspond, ce cas, à une clause exonératoire de la responsabilité du producteur, y compris en cas de dommage, qui est ce qu'on appelle le risque de développement. C'est un risque qui ne pouvait pas s'anticiper en fonction des connaissances scientifiques disponibles au moment de la mise sur le marché du produit. Et donc là, algorithme d'aide à la décision, y compris d'aide à la décision diagnostique en psychiatrie, l'algorithme a vécu 10 ans ou 15 ans de transformation, et on arrive au stade où le producteur pourra dire c'est un risque de développement, je m'exonère de ma responsabilité. Et on aboutira concrètement à la situation que le dommage causé au patient ne sera pas indemnisé. Est-ce que ça correspond à des cas de sinistralité constatés aujourd'hui? Non. Est-ce que ça peut prendre une importance forte à l'avenir? Sûrement, parce que les cas d'usage du machine learning se développent rapidement. Est-ce qu'il faut pour autant légiférer dans la révision de bioéthique de 2019? Notre recommandation, c'est non. Parce que si on se mettait à créer un régime franco-français d'indemnisation des dommages de machine learning, ce serait un repoussoir très fort au développement de l'innovation en santé. C'est plutôt un thème à aborder assez ouvertement au niveau européen pour essayer de créer, pourquoi pas, un régime de responsabilité sans faute. Et d'autant plus que se développe ce que j'appelle l'inversion du test de Turing. Alors vous allez comprendre ça très très bien. Vous connaissez le test de Turing initial. C'est un test dans lequel on doit distinguer. Alors vous avez un intervenant humain, vous avez une machine, et puis vous avez un observateur humain. Turing fait un test dans lequel il décrit des échanges de messages écrits entre la machine et la personne humaine. Et il doit distinguer, l'observateur humain doit distinguer qui est l'homme, qui est la machine. Ce que dit Turing, c'est que le langage, et ça vous le savez bien mieux que moi en psychiatrie, n'est pas que du code. C'est pas qu'un échange de symboles et d'éléments de messages signifiants ou de code. C'est aussi un environnement socioculturel, un environnement psychologique. Et Turing dit que dans l'environnement de langage, au bout d'un moment, j'arriverai à reconnaître mon semblable. Parce qu'on partage un même environnement socioculturel, des mêmes référents. La présomption d'inexactitude, parce qu'elle n'est pas dans le même environnement de langage, reposera sur la machine. Vous avez compris, l'IA maintenant appliquée aux scans, aux IRM. L'IA, c'est du code qui va interpréter du code, parce qu'un scan et un IRM, c'est du code numérique. Et donc là, le test de Turing s'inverse. L'IA sera dans le même environnement de langage numérique que ce qu'elle doit interpréter, et la présomption d'inexactitude reposera sur le diagnostiqueur humain. Vous voyez, inversion du test de Turing, et donc possiblement inversion des règles de responsabilité à terme. Alors, si on regarde les questions éthiques plus immédiates, elles sont en fait de deux ordres. Vous avez, première question, ce qu'on pourrait appeler les risques de délégation. Délégation de la décision médicale, et donc on a bien vu ça dans les scènes, c'est-à-dire en gros le psychiatre qui se voit proposer une solution thérapeutique par la machine sur la base de centaines de milliers de cas antérieurs et avec un niveau de recommandation de 99,9%. Le risque, c'est que le psychiatre, le médecin, se transforme en presse-bouton qui applique la solution proposée par l'algorithme. Mais le risque vaut aussi pour moi comme patient, exactement comme quand je regarde Netflix le soir à la maison. Alors, faisons un petit sondage, qui a Netflix dans la salle? Levez la main, n'ayez pas peur. Même le docteur B très mieux à Netflix, même François, est-ce que tu as Netflix? Non, pas encore. Dorothée Maton à Netflix, voilà, bon. Donc je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais donc en fait moi je suis très heureux comme consommateur, j'ai pas d'action chez eux depuis à peu près un an que j'ai Netflix, mais je suis d'autant plus heureux parce que je regarde uniquement les programmes qui sont recommandés à plus de 98 ou 99%. Et plus je les regarde, plus je suis content, et plus l'IA sait ce que je regarde, et puis elle me propose des choses qui correspondent à ce que je veux voir avant que je le sache moi-même. Et donc vous comprenez le raisonnement. Au fil du temps, je suis de plus en plus heureux, et donc du coup je suis de plus en plus incité à regarder ce que me propose l'IA. Donc la conséquence, c'est que
Évidemment, je ne lis plus la presse culturelle, évidemment, je ne lis plus à la FNAC ou ailleurs, et j'écoute plus les recommandations de mes amis. Vos recommandations ne m'intéressent pas parce que je suis un consommateur heureux. Et donc, en droit, ça ne change rien. En droit, je peux refuser ce que me propose Netflix. Mais en fait, ma capacité à consentir effectivement à la proposition qui est faite s'évapore au fil du temps. Parce que le champ des possibles se rétracte, d'une part, et parce que s'exerce une double pression, la pression du grand nombre et la pression de l'expérience de ma satisfaction antérieure. Donc, sur une série télé, c'est peut-être pas très grave, mais en médecine, quand vous aurez cette proposition thérapeutique qui me sera adressée, avec ce niveau de recommandation-là, sous le poids de précédents antérieurs, est-ce que je serai capable encore de consentir effectivement? Et avec une deuxième question, là, c'est plus pour le débat plus tard, vous me direz ce que vous en pensez. Cette espèce d'abandon de notre libre arbitre pour partie, libre arbitre de la décision médicale, libre arbitre du consentement aux soins. Est-ce que c'est un problème éthique? Est-ce que c'est l'abandon de la volonté? Ou est-ce que c'est une super volonté, un super volontarisme éthique, un peu comme Ulysse qui s'accroche au mât, qui sait qu'il est faillible humainement et qui s'en remet à une rationalité supérieure pour aller là où est le bon chemin? Oui, question pas simple, mais dont il faut avoir conscience. Le deuxième risque éthique, et vous voyez que ce risque-là, ce problème-là, il est déjà immédiat. Le deuxième risque éthique, et vous avez compris que dans la hiérarchie des risques, je le redis encore une fois parce que c'est majeur, ces risques éthiques potentiels associés à l'IA sont infiniment inférieurs aux risques éthiques qu'il y aurait de bloquer le déploiement de l'IA et du numérique dans le système. Mais une fois qu'on accepte l'IA, il faut essayer de bien vivre avec, ou de vivre le moins mal avec. Le deuxième risque éthique, c'est, vous connaissez les lois d'Asimov, et il faut bien comprendre, contrairement aux images de science-fiction, que les robots ne nous veulent pas du mal a priori. Les algorithmes et les machines, leur but dans la vie, c'est d'atteindre les objectifs de la programmation. C'est important de bien les programmer. Mais une fois qu'on les a programmés, elles veulent exécuter le programme, et elles le font, c'est pas un principe juridique, mais c'est un principe de bon sens, en application de la loi d'Asimov, à supposer que le programmeur soit au courant, la loi d'Asimov étant une loi dans laquelle on dit que le robot ne doit pas porter l'atteinte à l'homme. Sauf que quand Asimov écrit ses livres, l'IA n'est pas conçue, et vous avez compris dans le Big Data qu'en fait l'IA fonde ses recommandations, son aide à la décision sur une analyse de données collectives. Et que quand l'IA s'applique au collectif, elle peut faire des arbitrages entre le collectif et l'individu. Alors, c'est ce que, merci du coup de pub pour Sarah, c'est ce que je décris dans ce petit livre. Alors, le cas est extrême. Il est extrême, mais il repose sur un peu de vécu. Quand j'étais DG du CHU de La Réunion, on avait eu à gérer une suspicion de cas d'Ebola très très compliqué. Et ça avait duré 5 jours de plan blanc. Et je m'étais demandé, c'était fin 2014, et je m'étais demandé après si ça aurait été mieux géré par une intelligence artificielle, parce que pour être euphémistique, il ne m'avait pas semblé que les décisions prises par le ministère étaient marquées du sceau d'une rationalité constante pendant la gestion de la crise. Donc, du coup, est-ce que ça aurait été mieux si ça avait été géré par une IA, donc le cas Sarah, donc ça se passe en 2025, je suis un peu moins loin que vous, mais donc vous avez une épidémie d'Ebola dans Paris, dans une ambiance de pression, d'incertitude, et l'IA Sarah qui doit gérer le risque. Qu'est-ce qu'elle ferait? Et vous comprenez bien qu'intrinsèquement, ce cas pratique induit un point de tension entre l'individu et le collectif. Mais ce point de tension entre l'individu et le collectif peut exister dans des cas beaucoup moins spectaculaires. C'est par exemple cette thérapeutique très coûteuse que l'intelligence artificielle pourra juger plus rationnelle, plus efficace de ne pas proposer à ce patient en fin de vie parce que son espérance de vie est beaucoup trop faible. Donc il sera plus rationnel de réallouer les moyens correspondants pour la prise en charge du plus grand nombre. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est une question de point de vue. Est-ce que, par exemple, au Royaume-Uni, sont définis des seuils en valeur absolue en argent, au-delà duquel on ne peut pas proposer certaines thérapeutiques à certains patients? Mais c'est une question qui n'est pas du tout politiquement correcte de ce côté-ci de la Manche. Je ne sais pas si vous la partagerez, c'est que la probabilité est sans doute plus forte que se matérialise le risque réel, c'est-à-dire celui de la combinaison
de la délégation de la décision médicale, de la délégation du consentement du patient et de la minoration de l'intérêt individuel versus le collectif de manière discrète, c'est-à-dire qu'on ne s'en aperçoive pas et que l'IA soit utilisée au début de la vie, à la fin de la vie, pour nous aider à résoudre des questions complexes sans qu'on s'en aperçoive. Exactement comme moi, quand je regarde Netflix, je ne m'aperçois pas de toutes les opportunités de séries télé que je ne vois pas. Vous voyez, c'est cette idée de traitement discret qui est sans doute le problématique principal. Si on fait un petit détour sur la partie les impacts RH, avant de revenir sur les pistes de régulation éthique, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'IA et la robotisation? D'abord, le matériau d'études actuel, il est très fragmentaire. Vous avez à peu près des études dans tous les sens. Certaines prédisent des suppressions de postes massives, d'autres en sens inverse annoncent des créations de postes mirifiques avec des assistants de vie virtuels qui vont se déployer partout pour nous aider dans notre vie de tous les jours. En général, il faut regarder qui a financé l'étude pour en prédéterminer la conclusion. Le seul document sur ça, sur lequel je vous renvoie, c'est une étude qui a été publiée au moment du rapport Villani, qui a été faite par Selima Benamou pour France Stratégie, qui analyse les impacts, en gros, qui pose un cadre d'analyse des impacts RH sur la partie IA non spécifique à la santé. On va sortir début janvier quelque chose d'un peu plus spécifique au secteur pour l'Institut Montaigne. L'étude se finalise, qui essaye de mettre en question deux préjugés qui, à mon avis, il faut au moins relativiser, voire complètement contredire, qu'on entend beaucoup dans le débat public sur l'IA. Le premier préjugé, c'est que les impacts RH de l'IA porteraient d'abord sur les spécialités médicales, avec évidemment le radiologue, espèce en voie de disparition, menacé par le déploiement de l'IA. C'est pas sûr, parce qu'il y a des variables technologiques et parce qu'il y a un paramètre qu'on intègre finalement assez peu dans le débat, c'est l'effet de bord lié à ce que deviendra ou pas la profession paramédicale adjacente, en l'occurrence le manip radio. L'avenir des radiologues peut être très différent, suivant que le déploiement de l'IA est associé à un mécanisme de déverrouillage, de délégation de compétences, de pratiques avancées pour les manip radio ou pas. C'est plutôt pas ça qui se passe de mon point de vue. On a plutôt un mouvement dans lequel les radiologues organisent un déplacement de leur activité, un shift vers une activité plus interventionnelle, à plus haute valeur ajoutée médicale, et que dans le même temps se développent des dispositifs de robotique, mécatronique, pour aider à la mise en place des patients sur les tables de scan, et c'est plutôt le métier de manip radio qui se rétracte, mais pour autant sans disparaître. Parce que sur les spécialités médicales et soignantes, moi je pense plutôt qu'on aura très peu de cas de disparition de métiers, au moins à court terme, avec peut-être une exception, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, ils m'excuseront, pour les anatomopathologistes. Parce que les hôpitaux sont déjà largement habitués à fonctionner en mécanisme de pénurie médicale massive avec des dispositifs assez automatisés et que cette spécialité est sans doute amenée demain à être soit absorbée par l'imagerie, soit par l'oncologie et derrière avec des solutions automatisées qui se déploient. Quand on regarde la psychiatrie, moi je pense que le même principe peut s'appliquer. L'IA ne fera disparaître ni les psychiatres ni les soignants. Et d'ailleurs, dans la projection à long terme qu'on a eue juste avant, on avait toujours des psychiatres. Et on voit bien que l'interaction humaine servira toujours à quelque chose, mais vous avez parfaitement senti un point qui est absolument majeur, c'est qu'en psychiatrie, la question qui se pose, c'est le point de l'articulation entre IA, diagnostic algorithmique, téléconsultation et délégation de compétences et pratiques avancées. Et l'avenir du métier de psychiatre peut être très différent suivant les modalités d'articulation de ces différents paramètres. Jusqu'à ce que vous avez imaginé un mécanisme dans lequel alors c'est le Psychomaton 3000, c'est ça? En fait, le Psychomaton 3000, c'est une solution technologique avancée qui est en fait une combinaison de diagnostic algorithmique, où en fait votre solution propose à la fois un diagnostic somatique, il fait des ECG, il fait des prises de sang, il pose des éléments de diagnostic psychiatrique, donc du diagnostic par algorithme, et c'est un outil de téléconsultation, et s'y ajoutent des éléments d'objets connectés, donc de robotique mécatronique, qui sont mis en place pour la prise en charge des patients. Vous voyez, donc là, si on combine tout ça, on a un niveau de diminution de l'interaction humaine le plus fort possible, mais même dans ce cas-là, vous avez imaginé un mécanisme d'intervention en backup.
À court terme, je pense qu'on aura plutôt un mouvement, et d'ailleurs on le voit, de déploiement de la téléconsultation psychiatrique sans diagnostic algorithmique. Et je crois plutôt à des mécanismes dans lesquels on pourra avoir un élargissement du champ d'intervention de l'office du psychiatre, si je peux parler comme ça, Martine. C'est-à-dire qu'on aura peut-être donc un psychiatre qui sera requis pour une téléconsultation initialement psychiatrique, mais susceptible de déboucher assez vite sur du diagnostic somatique par le recours à des dispositifs de diagnostic algorithmique à distance. À l'occasion de la téléconsultation psychiatrique, se pose une question somatique et est organisée à distance et par algorithme un cliché de fond d'œil parce qu'il y a une suspicion de rétinopathie diabétique, parce qu'il y a des antécédents de diabète, parce qu'il y a tout ça. Et donc vous voyez, le psychiatre, je pense, va plutôt être repositionné dans un point d'interface avec une capacité à avoir plus directement sous sa direction la mise en place d'éléments de diagnostic somatique complémentaires. Donc on pourra en discuter si vous voulez. Et puis après, le deuxième préjugé, peut-être plus... avant de passer au deuxième, sur le premier, un point important, donc je vous dis sur les parties spécialités médicales et soignantes, ma conviction c'est plutôt qu'il y aura assez peu de métiers qui disparaîtront. Par contre, et ça c'est majeur, c'est le but, c'est le cœur de ce qu'on analyse avec l'étude de Montaigne, c'est que les impacts sont possiblement très importants sur tous les métiers du back-office du soin. L'administration, la partie RH, la paye, la gestion logistique, et y compris la gestion logistique médico-technique. Sur ces champs-là, on a un potentiel d'automatisation d'un certain nombre de métiers forts, parce que vous avez des solutions d'IA qui se développent déjà dans d'autres secteurs de la vie économique et sociale. Deuxième préjugé, l'IA se développerait d'abord sur les établissements innovants. Alors c'est vrai, mais ça correspond à une partie d'IA, c'est-à-dire celle qui a le plus en pointe, qui correspond à un besoin de diagnostic de médecine d'excellence. Mais vous avez à côté de ça, ce que développent les GAFAM et les BATX, c'est aussi de ce qu'on pourrait appeler du prêt-à-porter de médecine algorithmique, c'est-à-dire en fait des produits qui viseront non pas à faire de la médecine d'excellence, mais à répondre de manière satisfaisante à des besoins de santé courants. Vous voyez, le Netflix de la médecine algorithmique qui procure un niveau de satisfaction intéressant, mais qui ne va pas forcément chercher le produit de pointe systématiquement. Et vous voyez, ces solutions-là de prêt-à-porter d'IA se viseront en termes de développement marketing plutôt les pays en développement, mais aussi les régions de nos pays dans lesquelles il n'y a pas de réponse médicale. Soit parce qu'il y a une pénurie dans telle ou telle discipline, soit parce que vous avez une offre de soins sur un territoire déterminé qui tarde à se recomposer, qui tarde à s'organiser ou à se territorialiser. Et on peut avoir aussi un développement défensif de l'IA qui, d'une certaine manière, freinera l'évolution de l'offre de soins pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça n'apparaisse plus suffisant et qu'on ait des mécanismes d'ajustement qui peuvent être plus brutaux encore. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la partie RH. Alors comment est-ce qu'on régule? On a proposé avec Ethikia en fait 5 clés de régulation qui ont été reprises pour partie par le comité d'éthique. C'est les 5 principes à respecter.